Nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA, mesdames et messieurs. Bonjour. En Centrafrique, les autorités de la transition ont annoncé vendredi dernier un ambitieux calendrier électoral avec une présidentielle fixée au 18 octobre dans un pays qui peine à se relever des violences intercommunautaires de 2013 et 2014. Il s'agit du troisième report de ce scrutin initialement prévu pour novembre 2014. Mais pour beaucoup d'observateurs, tenir des consultations électorales dans un contexte d'insécurité et de manque de fonds est un engagement utopique et irréaliste. Nouveau calendrier électoral en Centrafrique, le scrutin présidentiel pourra-t-il avoir lieu le 18 octobre prochain? C'est le premier sujet à débattre dans cette émission. Notre deuxième débat portera sur la Guinée. Après plusieurs mois de négociations, l'opposition et la mouvance se sont entendus enfin pour tenir l'élection présidentielle en octobre prochain. Un accord qui a déclenché des alliances dans le rang des politiciens, notamment une alliance entre l'opposant Cellou Dalein Diallo et le chef de l'ancienne junte militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara, sous qui d'ailleurs 150 militants de l'opposition guinéenne avaient été tués. C'était le 28 septembre 2009. Alliance Dalein Diallo, Dadis Camara en Guinée, est-ce une alliance contre nature pour la présidentielle d'octobre? Ce sera le deuxième thème à décrypter. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici le flash d'information. Au Nigeria, un nouvel attentat suicide d'une fillette de 12 ans a fait 10 morts et 30 blessés dans un marché de l'état de Yobe, dans le nord-est du pays ce mardi. Cet attentat suicide intervient au lendemain d'un attentat du même type à Maïdougouri qui avait fait 20 morts et 50 blessés. Au Soudan du Sud, une épidémie de choléra a fait 18 morts à Djouba, capitale de ce pays ravagé depuis 18 mois par une guerre civile. L'épidémie est partie des bases surpeuplées des Nations Unies à Djouba, où se sont réfugiées près de 30 000 personnes avant de se propager ailleurs en ville, selon les autorités. Les Nations Unies ont repris ce mardi à Bujumbura la médiation de la crise burundaise en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux. Le camp présidentiel était absent à cette rencontre avec le Sénégalais Abdoulaye Bathily, le nouveau médiateur de l'ONU dans cette crise. En Centrafrique, je le disais tantôt, les autorités de la transition ont annoncé la présidentielle pour le 18 octobre. Il s'agit d'un troisième report de ce scrutin qui était prévu pour novembre 2014, normalement. Mais pour beaucoup d'observateurs, tenir ces élections dans un contexte d'insécurité et de manque de fonds est un engagement utopique et irréaliste. Est-ce l'avis de nos invités? Nous le saurons dans un instant. Notre débat du jour reçoit deux invités comme à l'accoutumée. Il s'agit d'abord de Edouard Loko. Il est journaliste et directeur de la chaîne de télévision Eden TV au Bénin. Edouard Loko, bonjour. Bonjour Joël. Je reçois également sur ce plateau Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de SICA. Joël, bonjour. Bonjour Joël. Je reste avec vous, Edouard Loko, pour la première question de cette émission. Les autorités de la transition en Centrafrique annoncent des élections pour octobre alors que le pays est dans l'incertitude totale et sans moyens pour organiser ces élections. À votre avis, est-ce que vous pensez que les autorités de la transition sont sincères quant à l'organisation sérieuse d'un scrutin dans ce pays? Merci. Je crois que la fameuse communauté internationale a, pour les sorties de crise, un canevas, je voulais dire une camisole de force qui passe forcément par des élections. Parce que c'est vrai que c'est ça qui peut donner la légitimité aux autorités en place, qui ne sont pas des autorités légitimes, de pouvoir agir pour sortir de crise. Maintenant, dans le cas de la Centrafrique, est-ce que ces autorités-là peuvent tenir les élections en octobre prochain? On peut se permettre d'en douter, parce que non seulement ils n'ont pas encore les moyens, mais cela se demander, est-ce que les causes qui ont entraîné la dernière crise sont déjà résolues? Est-ce que la dernière crise ressemble aux autres crises? Parce que souvenez-vous, il y a toujours eu des rébellions en Centrafrique. En tout cas, le pouvoir a été toujours pris par rébellion, pratiquement. Toujours pas des coups d'État. Toujours pas des coups d'État. Mais la dernière fois, on a assisté à quelque chose de... Vous vous rappelez, des voisins se sont mangés au propre. Oui, il y a eu tout à fait. anthropophagies dans le quartier. C'est très profond comme crise. Est-ce que ce qui a amené ça, ces rébellions ressemblaient-elles aux autres rébellions
Aujourd'hui, le pays, il y a les musulmans pratiquement à part. Vous allez à Bangui, il y a le quartier des musulmans, le quartier des chrétiens. Et il y a de la zone du pays qui sont sous le contrôle de chefs de rebelles. Ça, on ne le dit pas assez. Dans ces conditions, quelle élection on veut faire? Mais voilà qu'il faut nécessairement faire des élections. C'est là la quadrature du cercle. Donc c'est juste un effet d'annonce, alors, ce nouveau calendrier électoral. C'est juste pour faire un peu d'effet et mobiliser la communauté internationale autour de la Centrafrique. C'est votre deuxième partie-là qui est la vraie, c'est pour mobiliser la communauté internationale. C'est un appel de fond. Quand elle dit se fixer un délai, par rapport à ce délai-là, on est devant les bailleurs de fonds pour dire, bon, nous avons fixé ça à telle date, pour que lorsque les moyens seront prêts, on puisse peut-être repousser légèrement, parce que octobre, je crois que c'est déjà demain. Joël Yetonji, des élections pour le 18 octobre, est-ce que vous y croyez en Centrafrique ou bien c'est juste un effet d'annonce? Je suis un peu embarrassé. Est-ce que la transition est dans la logique d'effet d'annonce? Bon, je ne voudrais pas oublier, comme l'a dit Edouard Loko, les exigences de la communauté internationale. Cette communauté qui aussi a fixé l'échéance du 31 décembre comme date butoir pour voir une équipe démocratiquement constituée au regard des exigences de la Constitution qui est à revoir le 4 octobre. Donc cette exigence, je pense, c'est une autre façon aussi de forcer la main à cette transition. Oui, mais il aurait fallu quand même que cette transition règle certains problèmes sur le terrain. Aujourd'hui, rien n'a été réglé sur le terrain. Il y a l'insécurité, même dans Bangui. La dernière fois, c'est un ministre, le ministre des Sports, qui a été enlevé, un ministre du gouvernement. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut avoir des élections? Je dis, la question elle reste posée, mais on ne peut pas occulter un certain nombre de paramètres. Les inquiétudes, elles sont là, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Alors, parlant de ces inquiétudes, c'est vrai, c'est manifestement de quoi s'interroger, à savoir est-ce qu'on peut aller aux élections dans ces conditions. Les conditions les rappellent plus impossible aujourd'hui de circuler librement dans un quartier musulman quand vous êtes chrétien et vice-versa. Les problèmes sont là. Parlant de la liste électorale, elle est pratiquement inexistante. C'est maintenant qu'il va falloir se pencher sur cette question-là. Quand on sait aussi qu'en dehors des forces dites de la rébellion qu'on connaît énormément, qu'il y a des citoyens centrafricains qui ne gardent pas devant eux des armes. Et le problème aussi est là. Et quand on sait qu'aujourd'hui, l'administration aussi est carrément inexistante, pas qu'à Bangui, alors il faut s'appuyer sur cette administration-là pour pouvoir permettre à ce que le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions. Autant d'inquiétudes, autant d'interrogations. Mais au même moment, il se trouve des Centrafricains qui demandent à ce que la transition, en tout cas l'équipe composante cette transition, plie bagage. C'est aussi un paramètre à ne pas oublier. Il se trouve des Centrafricains qui disent il faut y aller quand même. Il se trouve une communauté internationale, je le rappelle, qui demande que, au plus tard le 31, qu'on ne parle plus de transition. Alors, est-ce la faute à la transition, à l'équipe actuellement en place? La date du 18 octobre se trouve une date plus que limite. Ça, c'est vrai, on risque de retomber dans les mêmes travers. Mais que disent les Centrafricains eux-mêmes dans leur grande majorité? S'ils pensent qu'ils peuvent le faire, on va essayer l'épreuve pour voir ce que ça va donner. Mais le risque est là, est permanent. Baromètre aujourd'hui pour savoir ce que les Centrafricains eux-mêmes pensent, parce que le pays est divisé. On ne peut pas faire un référendum, on ne peut pas faire un sondage. Ah oui, il y a un référendum qui est annoncé pour le 4 octobre. On est obligé d'observer pour voir ce qui va se passer. Tout peut arriver dans ce qui se passe actuellement. Moi, je pense qu'on ne peut pas, du coup, trancher vif dans le sujet. Parce qu'ils se sont eux, les Centrafricains. On compte à l'heure où nous parlons, il paraît qu'il y a 60 candidatures. Ça fait rire, à la limite. Cela signifie... Pour un pays, petit pays, voilà, aussi pauvre. Aussi pauvre. Cela signifie ce que ça signifie. Ils sont très divisés sur la question. Et nul d'autre ne peut trancher de cette question s'il s'agit des Centrafricains. S'il y en a qui pensent que c'est vrai que c'est un pays qui a de tout temps connu la crise. S'ils pensent qu'il faut y aller pour voir un peu ce qui va se passer, ensuite colmater les brèches, il faut peut-être les accompagner. On ne peut pas occulter ces paramètres. Pour moi, c'est plus qu'un casse-tête ce qui se passe actuellement. Le 18 octobre, c'est vrai, c'est délicat comme date. Est-ce qu'il faut y croire? En tout cas, le processus est enclenché. Il y a des Centrafricains qui pensent qu'il ne faut pas y aller. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut y aller. Il y a la communauté internationale qui, jusqu'à présent, qui met la pression et qui, jusqu'à présent, continue d'accompagner la Centrafrique. Tout ce qui est décaissement aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Si cette communauté internationale est prête pour financer, il va falloir mettre peut-être les casques bleus, MUNISCA et tout ça là, à contribution pour sécuriser la ville peut-être. À votre avis, est-ce que cette annonce ne cache pas autre chose? La volonté du
de la transition actuelle de brouiller les pistes. Non, est-ce la transition? Moi, personnellement, je ne vois pas cette transition-là. Cette transition, observez très bien dans ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont combien à vouloir qu'elle continue encore à travailler? Oui, mais la transition elle-même sait qu'elle n'a pas les moyens, qu'il y a l'insécurité, que rien n'est prêt pour organiser les élections. Mais c'est là que tout... Non, elle se précipite. Moi, je ne la trouve pas dans une précipitation. Vous l'avez dit, la transition n'a pas de moyens. Elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Vous avez vu ce qui s'est passé au soir du forum de Bangui. Et il y en a qui continuent de protester, qui demandent à ce que les gens plient bagage. Quand c'est comme ça, vous savez que vous-même, vous n'êtes en sécurité que le temps où vous constatez que vous êtes encore debout. Oui, et qu'il y a de l'autre côté... Bagage, est-ce qu'ils demandent de plier bagage pour des élections ou bien pour une autre transition? Peut-être que c'est la tête de cette transition actuelle qui ne leur plaît pas. En parlant comme ça, c'est comme si vous demandez à ce que les gens s'asseyent encore pour voir s'il faut aller encore à une autre transition. C'est possible, Edouard. Le problème, vous voyez, c'est plutôt trop délicat. Ils veulent des élections ou bien ils veulent une autre personne à la tête de cette transition? Peut-être Mme Catherine Samba-Panza ne fait pas vraiment l'unanimité. C'est peut-être ça le problème. Votre avis sur le sujet? Oui, c'est possible que ceux qui sont en train de s'agiter, ce soit peut-être ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner les élections. Je crois c'est... Est-ce qu'on peut gagner des élections dans ces conditions? Parce qu'il faudrait prévoir aussi la campagne électorale. Où est-ce qu'ils iront faire la campagne électorale? Les musulmans, est-ce que les musulmans pourront aller sur les terres chrétiennes? Est-ce que les chrétiens pourront venir sur les terres musulmanes? C'est le serpent qui se mord la queue, cette affaire de crise en Centrafrique là. Voilà que l'équipe de transition qui est là, dont je doute quand même un peu de l'efficacité, je ne suis pas sexiste, mais je crois que la dame, je ne crois pas qu'elle soit à la hauteur. Elle était peut-être un bon maire de Bangui, mais comme présidente de la République Centrafrique, on peut rêver mieux, on peut trouver mieux peut-être. Et voilà que l'équipe qui est là, elle n'a pas les coups de France, mais elle n'est pas aussi assez compétente pour remettre au moins, ne serait pas encore sur les rails, mais au moins la tête sur les rails en entendant les wagons. Mais voilà qu'il faut organiser des élections. On ne peut pas organiser des élections. Et sans les élections, il n'y a pas de légitimité pour pouvoir quand même avoir les fonds qu'il faut. C'est-à-dire la communauté internationale vous normalise pour commencer à intervenir comme ici chez vous. Nous sommes actuellement dans les interventions d'urgence. Ce n'est pas pour développer un pays. Mais j'aimerais revenir pour dire que la Centrafrique, ce n'est pas un pauvre petit pays. Oui, c'est justement qu'elle n'est pas... Le sous-sol est riche. Oui, c'est justement pas un pauvre petit pays. Mais le niveau de pauvreté est élevé. Vraiment très, très élevé. C'est le paradoxe. C'est un pays immensément riche, très grand, avec 4 millions seulement d'habitants. Et il y a déjà 60 candidats. Ce n'est pas pour rien. Il y a beaucoup de richesses, c'est-à-dire le diamant. 1 million de Centrafricains vivent au moins du commerce de diamants directement ou indirectement. Et du trafic, je vais dire. Donc c'est un pays, c'est pourquoi je demandais tout à l'heure, est-ce que les causes qui ont amené cette rébellion, est-ce que les problèmes ont été traités? Sinon, il n'y aura pas, même si la communauté internationale force et qu'on va aux élections, ce ne sera pas des élections comme ici, celui qui sera élu sera contesté, parce que nous ne pourrons même pas faire campagne partout, dans la contestation, et puis on va recommencer. Ok, nous allons revenir tout à l'heure sur les richesses de la Centrafrique, mais supposons un instant que la communauté internationale décide aujourd'hui, regarde le budget de ces élections et dit « Ok, nous mettons ce budget à votre disposition ». Est-ce que vous pensez que la transition peut organiser les élections, vraiment? Je leur demanderai, en mettant ce budget-là, de mettre beaucoup de garde-fous parce qu'on a déjà constaté que ces autorités de cette transition n'ont pas hésité, quand Sanis Sassou Nguesso a donné un peu de munitions, j'allais dire un peu d'argent pour payer les fonctionnaires qui n'étaient pas payés depuis près d'un an. Et les autorités n'ont pas hésité, comme dit vulgairement, à prendre leur part dedans. Donc, c'est une affaire qui a justement fait grand bruit. Même il y a eu même un don, même du Tchad aussi, une partie qui a été utilisée spécialement pour les fonds de la présidence. Vous voyez donc les prédispositions de cette équipe, de cette transition par rapport aux moyens financiers. Donc, si le bailleur de fonds, s'ils mettent les moyens sans vraiment faire accompagner ça vraiment de leurs hommes pour que ce soit géré, je crains que ces appels de fonds ne servent encore qu'à enrichir les autorités de la transition et qu'il y ait des tournements. Et puis, bon, dans ces cas, lorsque nous sommes en matière d'urgence, vous ne pouvez même pas dire qui a volé, qui n'a pas volé. Il n'y a plus de procédure. Il n'y a même pas de fonction publique. Les gens sont obligés de remettre encore. Il n'y a pas de fonction publique. Donc, on fait des achats en procédure. C'est pour ça que je me demande si la camisole de force de la communauté internationale qui consiste à faire des élections, on n'a pas encore trouvé une autre solution, c'est vrai pour l'unité, mais est-ce qu'il ne faut pas voir, est-ce que pour le moment, la Centrafrique peut porter ça valablement? Je crains que non pour le moment. Joël Yetondy, si on donnait aujourd'hui les moyens à la Centrafrique, est-ce que vous pensez que les autorités pourront réellement organiser ces élections dans ce contexte d'insécurité totale, dans un pays divisé et où on a organisé tout récemment un forum de réconciliation? On n'a pas
assisté à la présence des anciens démons, notamment Djotodia et Bozizé. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront organiser ces élections-là? Si c'est organisé, moi, je ne fais pas d'illusions parce que j'observe un pays qui est porté, qui n'est pas dirigé autre mesure. C'est vrai, le pays est porté à bout de bras et on indique la voie empruntée pour les autorités de transition. Quand c'est comme ça et que la communauté internationale, sachant qu'il y a eu des antécédents par rapport au fonds décaissé, la communauté internationale saura mettre ses garde-fous pour que l'argent ne soit pas dilapidé. Maintenant, quant à l'organisation des élections, si cette communauté reste dans la logique de nous voulons des élections, ben on nous organisera une sorte d'élection, une parodie d'élection si vous voulez. Oui, et fait, on mettra les structures en place. Est-ce que ce n'est pas ça que la transition est en train de faire? Bon, nous on se dégage, on a tenté d'organiser les élections, ça n'a pas pu avoir lieu, donc laissez-nous le temps de rester encore au pouvoir. Bon. Est-ce que ce n'est pas... non, la lecture que j'en fais, si la communauté... Je vois une communauté internationale, au fait, en train de mettre la pression pour qu'on finisse avec la transition. C'est ce que moi j'observe. Maintenant, si c'est le cas, et cette communauté, cette équipe qui sait qu'elle n'a pas l'assentiment, la bénédiction de tout le monde, et ne peut que faire profil bas dans ces conditions-là et se cacher derrière la volonté de la communauté internationale. Et si c'est le cas, la communauté internationale mettra les garde-fous pour que l'élection, elle, soit organisée. Mais la question, c'est de savoir si cette élection aura l'approbation du grand nombre. Est-ce que cette élection permettra à la Centrafrique de retrouver la stabilité, la sécurité? Parce que c'est le fondamental pour la Centrafrique aujourd'hui, que la Centrafrique retrouve sa quiétude, que la Centrafrique se penche sur la question du développement, la question de son épanouissement. Mais la Centrafrique n'en est pas encore là, malheureusement. C'est ça le problème. Et il faut craindre qu'en ayant, en demandant à cette équipe de mettre les structures sur pied, que les gens aillent aux élections dans ces conditions, que la Centrafrique retombe dans les travers d'hier et qu'une fois encore, que ça pète. Oui, c'est là la grande inquiétude. Savez, ce que l'opposition, ce que ceux qui contestent la transition actuelle reprochent à la transition, c'est que la transition programme, signe même des contrats pour plusieurs années. Aujourd'hui, s'engage même sur plusieurs années. Et au même moment, elle dit qu'elle veut organiser des élections. Enfin, il y a une forme de paradoxe actuellement, est-ce que vous ne voyez pas? Ils ont pris des engagements. Beaucoup d'engagements ont été signés au nom de la Centrafrique pour plusieurs années. Je dis l'opposition... Je veux donner l'exemple de la sécurisation de la présidence et de la ville de Bangui, par exemple. Ils ont signé un contrat de 3 ans avec une structure justement de sécurité, alors qu'ils savent qu'ils doivent partir dans les mois à venir. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment que cette annonce de 18 octobre est sincère ou bien c'est juste pour embrouiller un peu les pistes? Non. Une fois encore, je ne trouve pas que l'équipe de transition ait vraiment les mains libres pour faire ce qu'elle veut. Donc elle est conditionnée, elle ne peut que marcher au pas. Maintenant, quant au procès qu'on leur fait de savoir qu'ils sont une équipe de transition, ils font des décaissements et ils prennent des engagements pour le long terme. Mais quand on prend le volet que vous avez évoqué, à savoir la question de sécurité du palais et autres, même si c'est un alibi, mais qu'on ne se leurre pas. L'équipe actuellement en place a besoin de se sentir vraiment en sécurité. Et la transition, pour moi, quoi qu'en soit ce qu'on décide pour quelqu'un qui joue les intérims, ça reste quand même un responsable. Et le responsable assume. Maintenant, l'État reste une continuité. On dira en son temps qu'il y a eu une transition. Comment les gens ont fait le travail qui doit être fait et qu'ils n'oublient pas. Si demain, la Centrafrique retrouve une certaine stabilité, les gens seront interpellés sur ce qu'ils ont eu à faire hier parce qu'ils ont signé. Et les documents portent leur signature, ils vont devoir répondre. Donc ça reste pour moi un mauvais procès qu'on est en train de le faire parce que l'intitulé est clair, il s'agit de la sécurité des personnes et des biens. Et aujourd'hui, on constate que la sécurité, voilà, la sécurité reste du leur. Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut justement pour organiser des élections transparentes et apaisées en Centrafrique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? La grande question, tout le monde le sait. Ce qu'il faut, et c'est là où je ne comprends non plus l'échéance de la communauté internationale que moi je me refuse d'oublier, ce qu'il faut, c'est la sécurité. On a, à l'issue de ce forum, demandé à ce qu'on aille vers la démobilisation, le désarmement, la réintégration. On en est où? Le budget par rapport à cette opération phare qui pour moi est capitale, le budget n'est même pas connu. On n'en est même pas encore là. Il faut connaître ce budget, voir si l'État centrafricain peut faire quelque chose. Ce que la communauté internationale peut faire. Là, ce n'est pas réglé. Ils sont aujourd'hui 4 millions, oui, plus de 4 millions centrafricains, la population. Et plus de la moitié, en croit les dernières statistiques,
presque la moitié est hors du territoire, sans oublier ceux-là qui ont été déplacés. Oui, parlant de ces élections, justement, il y a les législatives aussi qui sont comptées. Eh bien, si on déplace quelqu'un de Bangui qui va vers Batili ou je ne sais pas, Bambari par exemple, où il doit voter, il ira voter pour qui? C'est des questions fondamentales, on ne peut pas les occulter. Permettre à tout cela de retrouver la localité. Permettre aux chrétiens de se sentir centrafricains, aux musulmans de se sentir centrafricains. Il y aura de nouveaux leaders en fonction des installations actuelles. En tout cas, vous avez posé une question fondamentale pour aller aux élections. Moi, je pense que ce sont des questions qu'on va devoir aborder et les régler. On ne pourra pas sécuriser toute la Centrafrique du jour au lendemain, mais qu'on sente qu'aujourd'hui, la Centrafrique, on peut y circuler librement et que la sécurité, au moins, si c'est à chiffrer, à caricaturer, au moins plus du 2/3 est réglé en matière de sécurité. Edouard Loko, que faut-il aujourd'hui pour organiser les élections en Centrafrique? Des élections apaisées, qu'il n'y ait pas de contestation. Pour qu'il y ait des élections apaisées, il ne faut pas croire que les élections vont apaiser. Il faut que les communautés internationales mettent ça en tête. Parce que les élections, actuellement, si elles sont organisées dans les conditions actuelles, elles ne vont rien apaiser. Y a-t-il toujours des Séléka et des Anti-Balaka? Ça va sortir quand même le pays. On aura quand même une autorité légitime avec qui discuter. Non, justement, l'autorité risque de ne pas être légitime dans les conditions actuelles d'organisation. Une fois que cette autorité est élue, venant des urnes, on peut lui donner une certaine légitimité. Une fois que cette autorité est mal élue dans le désordre actuel, je crains qu'elle n'ait pas la légitimité nécessaire afin de remettre les pays sur les rails. Je voudrais demander s'il y a toujours les Séléka et les Anti-Balaka. Il y en a toujours. Notre beau-fils là, Tchotodia, il est ici avec beaucoup de moyens. Avec l'autre aussi, comment on appelle, François Bozizé, avec beaucoup de moyens. 16 hommes toujours en armes quelque part. Donc, actuellement, il faut que la communauté internationale se dise courageusement que dans le cas de la Centrafrique, actuellement, si on fait des élections mal faites, elles seront tellement mal faites que ça ne risque pas de régler le problème. Oui, se donner peut-être encore un peu plus de temps. Mais la communauté internationale se dit, si on a un président légitime, il peut mieux combattre les Séléka et les Anti-Balaka et tous les miliciens armés. Elle a raison, mais il faut qu'elle ait, avant ça, il faut que la personne ait une armée. Donc, peut-être la priorité, c'est de faire une bonne armée déjà, une bonne armée qui puisse intégrer aussi bien Séléka que Balaka, que les anciens militaires qui tous avaient déserté, en tout cas tous les patrons, avoir une bonne armée, se patienter un peu. Pour pouvoir faire des élections, elles ne seront pas parfaites, bien sûr, même dans les pays où il n'y a pas de crise, les élections ne sont pas parfaites, il y a des contestations, mais dans le cas actuel de la Centrafrique, où je dis il y a une bonne partie du territoire qui est sous contrôle des bandes armées, et puis dans Bangui, un candidat musulman ne peut pas forcément aller pouvoir faire campagne dans un quartier chrétien. Tout à fait. Quel est le président qui veut sortir de tout ça? Quelle sera vraiment sa légitimité, sa marge de manœuvre? Il faut que la communauté internationale se... Mais je comprends également quand même la communauté internationale parce qu'on ne peut quand même pas continuer indéfiniment dans une transition qui ne règle pas les problèmes. C'est pourquoi il disait que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est là le problème. La transition, au dernier forum de réconciliation, il y a eu des recommandations. Aujourd'hui, est-ce que ces recommandations sont mises en œuvre avant qu'on le saute sur un programme? Des recommandations déjà qui sont déjà contestées le soir même à la fin du forum. J'espère que vous vous rappelez. Bien sûr. Parce que ça veut dire que c'était un forum inutile, parce que le vrai problème, ce que j'ai dit au tout début, les causes de cette dernière crise, énième crise de la Centrafrique, n'ont pas encore été traitées. Justement, nous allons aborder ces causes-là. Selon vous, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui empêche la Centrafrique d'évoluer malgré son sous-sol très riche? Je ne suis pas fataliste pour dire que c'est un pays maudit, sinon j'allais le dire. C'est sa richesse. Elle est victime de sa richesse. Parce qu'elle est trop riche. Elle est trop riche et elle n'a pas eu la chance, comme nous, peut-être d'avoir une classe politique ou une armée qui a été assez responsable à un moment T pour essayer de mettre de l'ordre comme ici. Sinon, c'est tout ce qui... La Centrafrique a tout pour réussir. Ils ne sont pas trop nombreux. Ils ont un grand territoire, très riche. Et actuellement... il y a une partie du conflit que nous n'appréhendons pas assez. C'est le contexte international de... Est-ce que vous savez que Boko Haram influence jusque là-bas? On n'a pas encore bien perçu ça. Le conflit a pris des tournures religieuses. Et c'est ça ce qui est radicalement nouveau. Il y a des territoires qui sont au nord, on dit que c'est là-bas le plus riche et c'est le plus pauvre. C'est souvent cela, vous savez. Ils ne sont pas d'accord. Il paraîtrait que les rumeurs, pas des rumeurs, qu'on a trouvé du pétrole dans tel endroit et que, bon, quand on va commencer, ceux qui sont là, ils disent, mais comment ça va profiter encore au sud plus que nous. Le problème est là.
Donc c'est un problème de partage de richesses. De partage de richesses, un pays très riche, mais qui, hélas, n'a rien de structuré, n'a pas eu le temps d'être structuré parce qu'il y a connu trop de coups de terre. Il y en a pendant longtemps abandonné à son sort aux mains de petits pantins dictateurs. Oui, mais justement, il y a eu des coups d'État. Qui servaient des coups, qui servaient des intérêts. Pourquoi ces militaires n'ont pas pu quand même imposer l'ordre dans la gestion des choses? Qui avait intérêt à ce qu'il y ait un Centrafrique forte? Personne. On déstabilise la Centrafrique parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit forte. C'est au moment où le Tchad s'est réveillé pour dire ah, ça c'est une zone de choses à ma porte que le Tchad a imposé. C'est le Tchad qui a imposé un semblant de stabilité dans le pays pendant longtemps. C'était le Tchad qui porte au bout de bras les militaires qui restent. Quand le Tchad est fatigué de toi, tu t'en bats. C'est hélas cela qui se passe en Centrafrique. Joël Yetonji, un sous-sol très riche, mais un pays toujours miné, gangréné par la corruption, miné par des crises. Comment on peut comprendre cela? Ça se comprend. Ce sont les explications qu'Edouard Loko a données tout à l'heure. C'est vrai, lorsque vous avez suffisamment de la richesse chez vous, il faut quelqu'un pour cadrer cela, pour mettre de la discipline, pour montrer comment l'existant peut être réparti judicieusement. Parce que le bien qui n'est pas réparti judicieusement n'amène que des problèmes. Parce que là où il y a de la richesse, il y a de la convoitise. Et tout le monde veut s'en mettre plein la poche. Mais tout le monde pense qu'il a droit. Et c'est normal, si on est centrafricain, on a droit à la richesse du pays. Mais constatez que cette richesse ne profite qu'à une minorité et qui l'exploite et qui vient vous narguer. Et ça suscite un peu de la frustration. Et de petite frustration, ça amène de la révolte. Et ensuite, ce qui s'ensuit et ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc, une fois encore, c'est normalement cette rencontre que je trouve à l'issue un peu malheureuse, le forum de Bangui, qui était vraiment une occasion rêvée pour régler une fois pour toutes ce problème. Mais malheureusement, autour de cette table... Sans les anciens dinosaures. C'est ça, autour de cette table, il y a des gens qu'on a pensé, bon, pour quelle raison, qui n'étaient pas les bienvenus. Et au soir de ce forum, on a entendu une fois encore... des coups de feu. C'est dommage. Il faut régler le problème de fond. Et malheureusement encore, cette communauté internationale ne joue pas parfois très bien son rôle. Et pourquoi? Parce que cette communauté, j'aime, je l'adore. Malheureusement, vous m'excusez, Tikenja Fakoli, comme un prophète qui a dit, ils ont partagé le monde. Ceux-là ne sont là que pour leur intérêt. Je dis, je les respecte, je les aime. Quelque part, ils ne font pas que du mal. Mais ils pensent d'abord prioritairement à leur intérêt. Donc cette communauté internationale, lorsque c'est délicat, ça les profite. Une Centrafrique très redressée, droit, qui comprend, les yeux ouverts, que vraiment il s'agit de ses frères, il s'agit de son fils, il s'agit de son sol. Cette Centrafrique ne profite non plus à la communauté internationale. Si on peut avoir la communauté internationale en plan incliné, ou vraiment au moins de gestes, on peut mettre tout le monde par terre, c'est bon, ça profite à tout le monde. Mais cette Centrafrique où les fils arrivent à comprendre que ce qui se joue sur leur dos, se joue sur leur avenir, sur l'avenir de la nation, ça ne profite pas à ceux-là. Donc une fois encore, c'est aux Centrafricains. Pas de la façon dont ça se passe là. On a simplement annoncé un calendrier et ils sont déjà nombreux à lever leur petit doigt pour dire oui, moi je peux, oui, moi je peux. Jusqu'à 60. Dans ces conditions, malheureusement, une fois encore, président en Centrafrique. Je dis, pour décider de l'avenir de ce pays, il n'y a personne d'autre si ce n'est les Centrafricains. Merci Joël Yetonji. Edouard Loko, vous avez un mot à ajouter? Juste pour vous dire que c'est pas pour rien. Vous avez oublié qu'il y a une quarantaine de soldats sud-africains qui ont été tués par les éléments de Djotoda avant de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a comme une influence qu'on ne perçoit pas encore. Le Tchad voudrait bien garder... C'est le Tchad qui a permis à Djotoda de venir. Et Bozizé avait fait appel aux Centrafricains, aux Sud-Africains, qui étaient aux soldats sud-africains, qui voulaient le sauver, qui voulaient le garder. Si les Sud-Africains ont envoyé tant de soldats, vous savez, c'est qu'il y a quelque chose dans le sous-sol qui est caché dans le sous-sol centrafricain. Et qui intéresse beaucoup de monde actuellement. Merci Edouard Loko, merci Joël Yetonji. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le premier débat du jour qui a porté sur la Centrafrique et les prochaines élections présidentielles dans ce pays en crise depuis 2 ans. Cette émission se poursuit à présent. Le point de l'actualité dans le monde entier à travers ce flash d'information. Au Nigeria, un nouvel attentat suicide d'une fillette de 12 ans a fait 10 morts et 30 blessés dans un marché de l'état de Yobe, dans le nord-est du pays ce mardi. Cet attentat suicide intervient au lendemain d'un attentat du même type à Maïdougouri qui avait fait 20 morts et 50 blessés. Au Soudan du Sud, une épidémie de choléra a fait 18 morts à Djouba, capitale de ce pays ravagé depuis 18 mois par une guerre civile. L'épidémie est partie des bases surpeuplées des Nations Unies à Djouba, où se sont réfugiées près de 30 000 personnes avant de se propager ailleurs en ville, selon les autorités.
Les Nations Unies ont repris ce mardi à Bujumbura la médiation de la crise burundaise en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux. Le camp présidentiel était absent à cette rencontre avec le Sénégalais Abdoulaye Bathily, le nouveau médiateur de l'ONU dans cette crise. La suite de cette émission à présent en Guinée. Après plusieurs mois de négociations, l'opposition et le camp présidentiel se sont enfin entendus pour tenir l'élection présidentielle en octobre prochain. Un accord qui a déclenché des alliances dans le rang des politiciens, notamment une alliance entre l'opposant Cellou Dalein Diallo et le chef de l'ancienne junte militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara, sous qui 150 militants de l'opposition guinéenne avaient été tués. C'était le 28 septembre 2014. Alliance Dalein Diallo d'Abdis Camara en Guinée, est-ce une alliance contre nature pour la présidentielle d'octobre? C'est le deuxième sujet à débattre dans cette émission. Ce sera juste après ce générique. Donc, je le disais tantôt, les Guinéens avaient été tués. C'était le 28 septembre 2009 et non 2014. Alors, pour ce second débat, je garde toujours mes deux invités sur ce plateau. Édouard Loko, journaliste et directeur de la chaîne de télévision Eden TV au Bénin, et Joël Yetonji de la rédaction de Sika TV. Joël, je reste avec vous. Cellou Dalein Diallo estime aujourd'hui que le capitaine Dadis Camara est un bon allié. Il est saint comme le bon Dieu, tant qu'il peut faire son affaire pour conquérir le pouvoir en Guinée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette alliance que beaucoup d'observateurs jugent contre nature ou même immorale? Je souris parce que c'est vrai, j'ai suivi beaucoup avoir cette réaction, tenu ses propos. Je dis, c'est être peut-être trop expressif dans les faits, parce que je suis d'avis avec André Marot qui disait déjà qu'on ne fait pas de la politique avec la morale, mais on n'en fait pas suffisamment sans elle. Est-ce que dans son choix, Cellou Dalein Diallo a été déjà à l'extrême? Quand je prends un peu de recul, je dis non, ce n'est pas l'extrême avec lui. On l'a écouté, on a eu sa réaction. L'homme a souligné que en l'État, il s'agit d'un problème de justice. La justice doit jouer son rôle à fond. Et jusqu'à présent, il constate qu'une fois Dadis a été écouté, et ensuite plus rien. Donc on attend que la procédure suive son cours. Oui, mais et en l'état, plus rien, ça ne veut pas dire que la procédure est à sa fin. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible. Donc ceci étant, c'était lui le chef de la junte militaire. Oui. Sous qui je veux apprécier les faits d'abord de passe lui-même son intervention, avant de venir à ce que nous-mêmes nous pouvons percevoir du point de vue moral, éthique, parce qu'effectivement c'est de cela qu'il est question. Quand on parle d'une alliance contre la nature dans ces conditions-là, c'est sous lui, c'est lui le premier numéro, le numéro 1, c'est lui le responsable. Il s'agit même de sa garde rapprochée qui a commis l'acte. Donc dans ces conditions, est-ce qu'on peut fermer les yeux sur ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas à interpeller Dadis Camara sur ces questions? On dit oui, ça c'est vrai, il faut l'interpeller. Mais la justice, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Jusqu'à présent, Dadis Camara n'a pas été écouté. Il n'est pas inculpé non plus. Alors, pendant ce temps, que fait Dadis Camara? Je dis que c'est Dadis Camara qui a réussi un coup. Oui, quand on regarde des tests de loi, l'homme peut se présenter pour les élections. Les tests ne le lui interdisent pas. Il n'est pas reconnu coupable ou pas. Il doit avancer. Mais dans ces conditions, que fait aussi Cellou Dalein Diallo, qui de plus en plus se trouve être seul, isolé? Son allié d'hier lui a faussé carrément compagnie. Il se retrouve seul. Sa voix vaut quoi dans ces conditions-là? Il lui faut un allié de poids. Il a observé, il constate que cet allié n'est rien d'autre que Dadis Camara. Et parce que ce Dadis Camara, justement, avant les élections, on a vu un certain Alpha Condé clamer haut et fort au niveau de la Guinée forestière: quand je serai président, je vous ferai revenir ce fils qui continue d'avoir de l'aura au niveau de la Guinée forestière. Donc ce qui se passe actuellement est purement politique. Mais du point de vue éthique, oui, on peut ne pas comprendre Cellou Dalein Diallo dans son choix, parce que l'homme doit pouvoir répondre de ce qui s'est passé étant le numéro 1. Donc, pour conquérir le pouvoir, il faut oublier les 150 personnes qui... Non, on n'oublie pas les 150 millions. Il faut répondre de son acte quand il y a quelque chose qui se pose. Mais il se trouve que... Tel que vous parlez, vous estimez... Non, je n'estime pas. Moi, j'explique les faits. On peut donner donc la bénédiction à Dadis Camara. Attention, il peut même chercher à être président. Non, je reprécise. Il faut dissocier les choses. Sur le plan de l'éthique,
oui, l'homme doit répondre de son acte. Et pour répondre de son acte, c'est la justice qui répond de ça. Tout à fait. Il faut qu'on soit d'accord. Maintenant, on regarde la justice qui, jusqu'à présent, n'inculte pas l'homme. Il a été écouté et pour l'instant, nous n'avons pas d'autres suites. Mais au regard des échéances qui s'annoncent, est-ce que, au regard des tests de loi, l'homme peut-il se présenter? Oui, les tests disent oui. Dadis Camara, en l'état, peut se présenter. Est-ce que Cellou Dalein Diallo peut aller faire alliance avec ce dernier, lui qui a perdu assez de ses militants? Au regard des tests, rien ne l'interdit. Mais au regard de l'éthique, on ne peut pas le comprendre. Parce que, schématiquement, il reste un père de famille qui a perdu assez de ses fils. Et rien qu'au nom de ce dernier, au nom de Dadis Camara. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas le lui reprocher. Nous allons prendre l'avis d'Edouard Loko. Edouard Loko, une alliance. Le capitaine Dadis Camara se met avec Cellou Dalein Diallo pour conquérir le pouvoir. Il n'y a pas longtemps, Dadis Camara était pour Cellou Dalein Diallo, disons, un criminel qui doit être jugé. Mais en politique... Même pas la CPI. Même pas la CPI. En politique, comme dit quelqu'un, les convictions, c'est comme les chemises. C'est une question d'hygiène que d'en changer. Et croyez-moi, ceux qui s'étonnent aujourd'hui, non mais je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. S'il ne le fait pas, je suis sûr que Alpha Condé va le faire. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Ne vous leurrez pas. En se mettant avec Joël l'a rappelé quand il faisait campagne. Quand il est allé dans la Guinée forestière, dont Dadis Camara est aujourd'hui le leader le plus connu, parce que la Guinée forestière n'a pas de leader. En fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est un territoire à prendre. Et c'est le leader le plus connu. Donc, pendant les élections, il a ménagé pour l'avoir. Figurez-vous, il est venu de très loin avec ses petits 18%, si je ne m'abuse. Et l'autre était à 41%. La communauté internationale a volé Cellou Diallo pour Alpha Condé. N'oubliez pas, non, c'est ce qui s'est passé. C'était miraculeux de passer de 18 et coiffer au poteau celui qui était à 40 et quelques. On était parce que c'était un vieil opposant. Tout le monde disait que ce serait bien la France, tout le monde, les États-Unis. Il a été élu. Pour quelle gestion aujourd'hui? Pour quelle gestion? Il a fait comme les autres, comme tout le monde. Il n'a pas fait comme Sékou Touré, d'accord, mais il en a les méthodes. C'est brimé. Et, bref, le problème c'est que Cellou Dalein Diallo se marie aujourd'hui avec Dadis Camara, c'est la politique, hélas. Et j'allais être plus cynique en disant que ceux qui sont morts, les 150 militants qui sont morts, ne seraient pas morts pour rien si ça peut permettre à Cellou Dalein Diallo de gagner le pouvoir. Ils ne seraient pas morts pour rien au moins. Oui, mais est-ce que vous pensez que ces militants vont accepter ce mariage incestueux, si on peut l'appeler ainsi? Il n'y a pas d'inceste en politique. Il n'y a pas d'inceste en politique. Hélas, j'allais dire hélas. Et comme le disait Joël, l'éthique et la politique, ça fait deux choses. Hélas. C'est vrai qu'il faut avoir des considérations morales, mais nous ne sommes pas morales, nous sommes en politique. Cette alliance, si Dalou ne le faisait pas, c'est Alpha Condé qui allait le faire. Oui, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il suffit juste de faire cette alliance et de conquérir la Guinée forestière pour gagner les élections, pour remporter la présidentielle en Guinée? Ça compte énormément. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec Joël, c'est quand il dit que Cellou Diallo est seul aujourd'hui. Non, c'est le plus grand leader de l'opposition. Il a la plus grande partie de la population aujourd'hui. C'est là qui va bientôt tomber dans les bras de Alpha Condé, et ça se sent, ça se voit, c'est les fiançailles, il est en train d'aller là-bas. Silla est parti, il va partir, puisque les deux se disputent le leadership de l'opposition. Lui et Silla, puisque tous deux peuvent. Mais c'est Cellou Diallo qui est le leader de l'opposition. Si l'alliance avec Dadis fonctionne et qu'on ne truque pas les élections, c'est dans un fauteuil qu'il va gagner. Il va s'installer à la mathématiquement, il va gagner, mais pas avec Condé là. C'est votre avis, Joël Tondi, il peut gagner facilement avec la Guinée forestière, avec l'alliance aujourd'hui avec Dadis Camara? Bon, vous savez, rien n'est gagné d'avance. Quand on observe un peu ce qui se passe, les faits sont là, mais on ne sait pas quelle peut être vraiment la réaction. C'est vrai qu'Alpha aussi est dans une position un peu délicate. Lui qui a promis le retour de Dadis Camara, est-ce que quand Dadis Camara va décider de rentrer, il avait donné comme échéance, je pense, le 22. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré, s'il a senti que, bon, s'il venait, il allait se faire prendre. Mais justement, alors, ma prochaine question, justement, porte sur cet aspect-là. Tout est délicat, quoi, là. Est-ce que c'est la population, en fait, le problème? Est-ce que Dadis, en revenant de cette façon, c'est vrai, il est porté par la Guinée forestière, mais quand il va revenir,
Alpha Condé, en décidant peut-être de lui mettre la main dessus, qu'est-ce que ça aura comme réaction? Voilà, justement. Tout va se jouer à ce niveau. C'est ce que je voulais savoir. Ça reste une grosse interrogation. C'est possible qu'on l'arrête, parce que tant que l'affaire est au niveau de la justice, on peut relancer les Et c'est possible que ça décède maintenant Alpha Condé. C'est là tout le problème. Donc, rien ne prouve que cela puisse desservir. Oui, mais ça peut arriver. Non, ça dépend de la réaction que la population aura. La justice fera son travail. La justice et n'oubliez pas, il y a que aujourd'hui. Il y a que aujourd'hui. C'est ça les hommes politiques. Il faut les approcher, il faut faire beaucoup attention avec eux. Ils ne font rien au hasard. C'est en le faisant à étudier le terrain. Mais dans son interview, franchement, j'ai trouvé que l'homme a réfléchi. Mais aujourd'hui, dans le gouvernement... Aujourd'hui, on met du temps, on joue justement dans la durée, dans la longueur, pour rendre suffisamment célèbre Dadis Camara avant son... En tout cas, c'est l'homme qui aura gagné. C'est l'homme qui aurait trouvé vraiment la formule, Dadis Camara. C'est lui qui aurait trouvé la formule idéale. Voyez-vous, Seloun, en s'expliquant, récemment, a dit... Mais au sein de ce gouvernement, observez très bien, les généraux aujourd'hui de l'armée, ils étaient nombreux à avoir accompagné Dadis Camara. Ceux-là sont en train de servir aujourd'hui Alpha Condé. Pourquoi cette communauté internationale, ces ONG, tout cela n'ont pas réagi pour demander que justice soit faite? Ce sont eux qui ont tenu les armes. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais il va jouer sur ça. La population va leur dire, mais ceux qui ont tiré, Dadis Camara, vous l'avez dit, mais ceux qui ont appuyé la gâchette, mais c'est eux. Et vous savez... à la justice de faire son travail. Ce n'est pas justement sur la scène politique qu'on va réclamer. Malheureusement, l'homme politique sait surfer sur tout. Sait surfer sur tout. Et ça reste déterminant. Dadis Camara, ça reste aujourd'hui la clé pour les élections. Et tout peut arriver. Une fois encore, si ceux-là descendent dans la masse populaire et disent, mais ceux-là qui sont en train de parler, parce que ça peut se jouer aussi sur ce détail-là, que Dadis Camara et autres commencent par dire, mais cette communauté internationale, ces ONG qui crient réparation, réparation, mais ce sont des hypocrites. Ils sont en train de travailler pour Alpha Condé. Et ça aussi, c'est possible. Dis, mais ils sont en train de le faire. Pourquoi? Je vous le dis parce que ceux-là, les images sont là, on les a vues, ce sont eux qui ont tiré. Ce sont eux aujourd'hui qui servent Alpha Condé au pouvoir. Et on vous dit d'aller enfermer votre fils. Pensez-vous qu'ils sont pour vous? Mais c'est une fois encore pour vous empêcher de faire votre deuil. Quand Dadis Camara sera là, vous ferez votre deuil. Mais ça peut peser dans la balance. Edouard Loko, vous savez, Joël Yetondi, c'est un bon conseil politique que nous allons certainement proposer à certains chefs d'État de la sous-région. Bon, alors, est-ce qu'il a déjà 40 ans? Il n'a pas encore malheureusement 40 ans, donc sinon il allait être candidat dans son pays. Alors, Edouard Loko, alors, Dadis Camara, aujourd'hui... est-ce qu'il peut être menacé d'arrestation s'il mettait pied dans son pays, malgré son alliance politique? C'est le piège très bien dressé contre Alpha, ça. Et c'est très bien fait. S'il venait, s'il ne l'arrête pas, c'est que bon, il en profitera, il fera bien la campagne comme c'est avec Daloum Selen Diallo, pour faire tout pour qu'il gagne afin qu'on ne l'arrête plus. Mais sinon, normalement, si la justice voulait l'arrêter, peut-être qu'il devrait lancer quand même un mandat. Maintenant que l'alliance existe officiellement. Il n'a pas pu venir pour l'enterrement de sa maman, si je ne m'abuse, vous vous rappelez. Mais voilà, donc s'il a pu fuir pendant longtemps le pays... Maintenant, s'il vient, qu'on le prend maintenant, on dira que c'est parce qu'il a fait alliance avec Seloun. Oui, mais et les 150 morts, vous faites bien de le dire. Parce que ces familles aussi vont applaudir. Cette affaire de Seloun d'aller Diallo, non, cette affaire de Camara, moi, ça m'amène à vous dire que tous ces Africanistes de supermarché qui crient contre la CPI, moi, je suis pour la CPI. Vous voyez le cas de Dadis Camara. S'il vient, on l'arrête maintenant, c'est règlement de compte. Est-ce que la justice, chose-là, pourra même vraiment le juger sans que la Guinée forestière, les gens vont pousser pour qu'elle révolte? Ils sont livrés à la CPI pour juger. C'est que nous ne pouvons pas le faire, c'est pourquoi la CPI le fait. Donc aujourd'hui, moi, les cabales contre la CPI, comme on dit, on est africain, ça, j'appelle ça africain de supermarché. Il faut laisser la CPI quelquefois. On en a besoin pour nous dire parce que nous ne sommes pas capables. C'est les 150 qu'on a tués, des femmes qu'on a violées avec des baïonnettes. Vous savez, il y a eu des atrocités monstres. Oui, tout ça va être passé par perte profit. Si on réveille tout au nom du pouvoir, Seloun Diallo au nom de la politique, il va gagner les élections, mais Alpha Condé va gagner. Ça va se passer par perte profit. Et camarades, je l'ai vu une fois, quand il coulait cette boujou à Ouaga 2000, il est dans les meilleures boîtes, il vit très bien, il a beaucoup d'argent. Alors, s'il arrivait justement que cette alliance gagnait, est-ce qu'il n'y a pas de risque que demain, Diallo et Camara se séparent? Parce que, qu'on le veut ou non, la justice va revenir sur ces 150 morts. Vous avez bien fait. Ça, c'est Seloun Diallo qui serait gros gens comme devant. Seloun Diallo... Non, j'ai dit Dadis Camara qui sera gros gens comme devant. Parce que
il n'est pas sûr que la CPI un jour ne décide de mettre la main sur lui. Donc même si Cellou Diallo était même là, il ne pourra pas forcément tout le temps le protéger. Il va même peut-être le livrer, même parce qu'il aurait eu déjà ce qu'il veut. Il va faire comme l'a conseillé Machiavel dans Le Prince. Oui, il a aidé pour conquérir le pouvoir, mais là, il le livre. Il le livre. S'il faut le livrer, c'est qu'il faut le livrer pour avoir la communauté internationale. C'est ainsi aussi la politique. Hein. Joël Etondi, très rapidement, est-ce que vous pensez que cette alliance va durer une fois que le pouvoir sera en main, sera conquis? Il n'y a jamais eu d'alliance éternelle en politique. Donc tout se joue sur les intérêts et c'est qui est plus malin que l'autre qui l'emporte. C'est comme ça. Aujourd'hui, dans son engagement, on est ensemble, on va conquérir le pouvoir ensemble, mais dès que le pouvoir sera dans les mains d'Addis ou bien d'Alain, si c'est le cas, chacun verra comment faire pour pouvoir ravir la vedette à l'autre. Merci Joël Etondi, merci Edouard Loko, madame, monsieur, ce sera tout pour le décryptage de l'actualité dans cette émission. Aujourd'hui, nous étions dans un premier temps en Centrafrique pour analyser les possibilités d'une tenue effective de l'élection présidentielle en octobre prochain. Ensuite, nous étions en Guinée pour apprécier l'alliance Cellou d'Alain Diallo, capitaine d'Addis Moussa Camara, une alliance que beaucoup jugent contre nature et immorale. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine d'information suit son cours. À présent, voici les nouvelles économiques du jour en Afrique et dans le monde entier à travers le journal de l'économie présenté par Inès Arwansou.